Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le live de TV Finance. Versailles, cette nuit, Évian, hier, Washington ce matin. En 24 heures, le monde change de phase. Pas de nature, de phase. La guerre entre les États-Unis et l'Iran produit un accord. Cet accord produit des fissures. Ces fissures produiront dans 60 jours soit une paix, soit une reprise des hostilités. Ce matin, 4 réalités convergent. Le mémorandum d'Islamabad est signé par un homme qui hésitait encore à y apposer son nom il y a quelques heures. Le détroit d'Ormuz est officiellement en voie de réouverture et physiquement toujours fermé pendant que 500 navires attendent qu'un assureur parte en premier. Kevin Warsh préside sa première réunion à la Fed et officialise un virage vers des hausses de taux que Trump n'avait pas commandées. Et depuis Évian, Trump remercie publiquement Xi Jinping et Poutine pour leur neutralité pendant que l'Europe absente de cette gratitude supplie Pékin de lui vendre des semi-conducteurs. Ces 4 réalités ont un fil conducteur unique. Les accords existent, les contradictions aussi, et les marchés devront vivre avec les deux simultanément. Pendant que le détroit se démine, la Fed se durcit, pendant que Trump remercie ses adversaires, ses alliés, se réarme seul, pendant que l'Iran monétise le passage, l'Europe découvre qu'elle ne peut plus se passer de celui qui lui vend ses terres rares. Un accord signé à Versailles entre deux plats, un monde qui ne ressemble plus à celui d'avant-guerre. Nous allons le décrypter ensemble dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. Versailles. Hier soir, Donald Trump signe le mémorandum d'Islamabad lors d'un dîner officiel avec Emmanuel Macron après avoir publiquement hésité, envisagé d'envoyer Vance à sa place et plaisanté sur le fait de lui faire porter le chapeau si ça échoue. Si ça marche, a-t-il dit, j'en prendrai le mérite. Si ça ne marche pas, j'en tiendrai J.D. Vance responsable. Ce n'est pas une boutade de fin de conférence de presse, c'est la signature d'un homme qui n'était pas certain de vouloir son nom sur ce texte. Il y a mis son nom, l'accord est en vigueur. La chronologie mérite cependant d'être posée clairement. J.D. Vance et Khalibaf ont signé numériquement 3 jours avant Trump et Pezeshkian. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a contresigné. Islamabad sort de cette crise comme acteur diplomatique de premier rang, un fait que les chancelleries occidentales sont en train d'intégrer. La cérémonie, prévue demain à Bürgenstock, a été court-circuitée. L'accord a été signé à Versailles au dîner. Entre deux plats, Macron a serré la main de Trump en lui disant « Bravo et excellent travail ». Le symbole n'était probablement pas non intentionnel. La colonne vertébrale du texte en 14 points, cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts, Liban compris, accord final à négocier en 60 jours, Washington lève son blocus naval dans les 30 jours, retire ses forces des zones environnantes après la signature définitive, Téhéran, de son côté, démine le détroit d'Ormuz dans les mêmes délais, passage gratuit pendant 60 jours, consultation avec Oman ensuite pour la future administration du détroit. En échange, dérogation immédiate aux exportations de pétrole iranien, déblocage progressif de quelques 100 milliards de dollars d'avoir gelé, levée finale de l'ensemble des sanctions et 300 milliards pour la reconstruction via un véhicule privé international, mais avec aucun centime public américain. Sur le nucléaire, le texte va plus loin que les fuites précédentes et révèle un recul américain significatif. Washington exigeait, rappelez-vous initialement, le transfert du stock d'uranium enrichi iranien vers les États-Unis. Le texte final prévoit le mélange sur site sous supervision de l'AIEA comme mécanisme minimal. L'Iran garde ses matières sur son sol, mais c'est la déclaration d'un haut responsable américain. Lors du briefing de lecture du texte qui est la plus révélatrice, les matières nucléaires iraniennes seraient pratiquement enfouies depuis l'opération Midnight Timer de juin 2025. Traduction, la menace nucléaire imminente, argument central de Donald Trump pour déclencher la guerre, était peut-être déjà neutralisée avant même la signature de cet accord. Trump a fait la guerre pour arrêter un programme nucléaire qui était déjà sous les décombres. Deux sénateurs républicains l'ont dit sans détour. Cassidy, je le cite, pire erreur de politique étrangère depuis des décennies. Tills a fait un autre bilan, 13 morts, 2 F-18, 100 milliards de dollars dépensés, 365 blessés, sanctions levées, détroit désormais sous souveraineté iranienne assumée. Il me faut, a-t-il dit, plus de 14 points. Ce ne sont pas des voix démocrates, ce sont des républicains qui calculent ce que la guerre a coûté et ce que l'accord ne récupère pas. Deux acteurs
reste hors du texte. Les gardiens de la révolution iranienne n'ont pas donné leur feu vert définitif selon des médias américains, et Israël, dont la demande d'accès au texte a été tout simplement refusée par Washington et qui voit l'inclusion du Liban dans le cessez-le-feu comme une menace directe sur sa guerre contre le Hezbollah qui n'a d'ailleurs pas dit son dernier mot. Ce qui est signé à Versailles n'est pas une paix, c'est une comptabilité de guerre transformée en point de départ. 60 jours pour décider si le prix payé valait ce qui a été obtenu. Les 2 sénateurs républicains ont déjà rendu leur verdict. L'accord est signé, le détroit, lui, n'a pas rouvert et entre les deux, il y a 30 jours de déminage, 52 jours de transit et un cercle vicieux que personne n'a encore résolu. Trump a dit lundi dernier, je le cite, « Des navires chargés de pétrole commencent à quitter le détroit d'Ormuz. » Kepler, qui suit 118 pétroliers et près de 500 navires bloqués dans le Golfe, dit, je le cite, « Aucun mouvement significatif. » L'accord est signé, le détroit, lui, n'a toujours pas rouvert. La mécanique du blocage est simple. Les assureurs maritimes n'ont pas bougé. Scald confirme n'avoir modifié aucune limitation de couverture. Sans assurance, eh bien tout simplement, pas de navire. Et sans navire pionnier, pas d'assurance. BIMCO, la principale organisation internationale d'armateurs, déconseille toujours formellement le transit. Route déminée, distance de sécurité, protection navale, aucune de ces garanties n'existe encore. C'est un cercle vicieux, résument les experts de Kepler. Leur estimation, 3 à 4 mois avant un trafic normal, ajouter les 52 jours de la Société Générale pour que le pétrole supplémentaire atteigne physiquement les marchés, la normalisation, eh bien, fin 2026 au mieux. Sur le fond, l'Iran ne rend pas le détroit, il le monétise. Le mémorandum garantit 60 jours de passage gratuit, puis renvoie à des consultations avec le sultanat d'Oman pour la future administration du détroit. Khalibaf, chef de la délégation iranienne, l'a d'ailleurs dit à la télévision d'État, je le cite, « Le détroit d'Ormuz ne retrouvera pas son état d'avant-guerre, des frais de service seront exigés. » L'ennemi, rajoute-t-il, a imprudemment réveillé les capacités de l'Iran à utiliser le détroit. L'Iran sort de la guerre avec un levier qu'il n'avait pas formalisé avant elle et qu'aucune clause du mémorandum ne lui retire. Le Brent, dites-le vous, ne reviendra pas à $80 avant le 1er août. Le passage par Hormuz a désormais un prix fixé par Téhéran, révisable selon les tensions. Ce n'est plus un couloir neutre. Ce détroit, monétisé, ces 500 navires qui attendent, ce Brent qui ne redescendra pas, tout cela s'est joué pendant qu'au G7 d'Évian, Trump redessinait en public la carte des alliances qui sont censées gérer ce monde. Au G7 d'Évian, hier, Donald Trump a remercié 2 personnes. Pas Macron, pas Starmer, pas le Japon, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Je tiens à remercier la Chine et notamment le président Xi. Il est resté neutre, totalement neutre, et je l'apprécie, a-t-il dit. Puis il a ajouté « Je tiens à remercier Vladimir Poutine, il est resté très neutre, ils auraient pu nous rendre la tâche bien plus difficile. » Dans la même conférence de presse, Trump a critiqué ses alliés du Japon à l'Europe pour ne pas avoir participé à l'opération militaire ni aux efforts pour dégager le détroit. Ce n'est pas une maladresse diplomatique, c'est une redéfinition publique de ce qui constitue un allié en 2026. La neutralité de Pékin mérite d'être déconstruite. Pendant toute la durée de la guerre, les raffineries indépendantes chinoises ont été les principaux clients du pétrole iranien, en bravant ouvertement d'ailleurs les sanctions américaines. Les services de renseignement américains estiment d'ailleurs que Pékin a fourni à Téhéran des biens à potentiel militaire. La Chine a condamné publiquement les frappes américaines contre l'Iran, les qualifiant de violations flagrantes de la souveraineté. Ce que Trump appelle neutralité, c'est l'absence d'escalade militaire directe et non pas l'absence de soutien à l'adversaire. Xi Jinping a aidé Téhéran à tenir financièrement tout en évitant d'envoyer des missiles sol-air. Trump le remercie pour le second point en ignorant délibérément le premier. Sa phrase sur les destroyers dit tout. Ils auraient pu envoyer un pétrolier escorté par 6 destroyers de chaque côté. Ils ne l'ont pas fait. C'est ça, le nouveau seuil. Ne pas humilier militairement les États-Unis suffit désormais à mériter la gratitude publique de Washington. Le Japon et l'Europe, qui ont fait moins que ça et qui paient le Brent encore aujourd'hui à $107, et ce depuis 4 mois, ont reçu des reproches. Ce que les marchés et les chancelleries doivent intégrer est simple. Trump vient de redessiner en public une nouvelle carte
des alliances américaines. Les adversaires déclarés qui s'abstiennent d'escalade militaire directe sont remerciés. Les alliés historiques qui ne participent pas aux opérations sont réprimandés. Tokyo, Bruxelles et Séoul ont entendu le même message et commencent à en tirer les conséquences budgétaires et stratégiques que l'on voit déjà dans les annonces de réarmement européen et la proposition polonaise de base permanente américaine. Trump a quitté Evian en ayant publiquement accordé à Xi Jinping ce qu'aucun communiqué commun ne lui aurait jamais accordé, une reconnaissance du rôle positif de Pékin dans la résolution d'une crise que la Chine avait en partie alimentée. Xi Jinping n'était pas à Evian, il n'avait pas besoin d'y être. C'est de la diplomatie gratuite obtenue, sans concession, sans négociation et sans avoir envoyé un seul destroyer. Trump l'avait nommé pour baisser les taux. Hier, Kevin Warsh a présidé la réunion qui a officialisé le virage inverse. 9 membres du comité sur 19 anticipent désormais au moins une hausse des taux d'ici fin 2026. En mars, ils étaient 0. Un seul membre anticipe encore une baisse contre 12 il y a 3 mois. Le S&P 500 a reculé de 1,2%. Les rendements à 2 ans ont enregistré leur plus forte hausse journalière en 3 mois. Et Warsh, lui, n'a rien dit. Et c'est précisément ça le sujet. Première conférence de presse, premier acte de rupture. Déclaration de politique monétaire ramenée à 132 mots contre plus de 300 sous Powell. Sous pression des indications prospectives, refus de soumettre ses propres projections, 5 groupes de travail lancés pour réexaminer la communication, le bilan, le cadre d'analyse de l'inflation. Et sur tout ce que les marchés voulaient comprendre, comment Warsh lit l'économie, où il veut emmener les taux, eh bien, silence total. Nous avons un groupe de travail dédié à cela, répété à chaque question difficile. Sur un seul point, il a été catégorique. Nous avons échoué pendant 5 ans. Nous allons y remédier, a-t-il dit. Et sa déclaration de politique monétaire ne mentionne plus le plein emploi, l'un des 2 mandats de la Fed depuis des décennies d'ailleurs. Il ne reste qu'une phrase, le comité assurera la stabilité des prix. Le mandat emploi a disparu du texte. Et ce n'est pas un oubli, c'est un signal. Le paradoxe est vertigineux. Kevin Warsh arrive avec la bénédiction d'un président qui voulait des taux bas. Il hérite d'un comité qui veut des taux plus hauts et il a choisi de ratifier ce comité sans dire si c'est par conviction ou par tactique. Les économistes le précisent et l'ont formulé sans détour après la conférence de presse. Et je les cite, « Je ne sais toujours pas s'il est partisan de la lutte contre l'inflation ou non. » Ce que les marchés doivent intégrer va au-delà du graphique des taux. Derrière le choc iranien, la Réserve fédérale américaine identifie une force plus durable, l'essor de l'intelligence artificielle. La demande en centres de données et en énergie qu'elle génère injecte des dépenses massives dans l'économie américaine et alimente l'inflation structurellement indépendamment du prix du pétrole. Ce n'est plus seulement un choc d'offres temporaire, c'est une économie qui surchauffe sur 2 fronts simultanément. Une fin négociée de la guerre en Iran ferait baisser l'énergie, mais le problème de fond resterait entier. BNP Paribas anticipe 3 hausses de taux à partir de décembre, annulant toutes les baisses de l'année dernière. La probabilité d'une hausse dès septembre dépasse désormais 50% selon l'outil FedWatch. Pour les ménages américains, le ménage est simple. Les taux sur les cartes de crédit et les prêts automobiles ne baisseront pas. Les taux hypothécaires indexés sur les rendements longs continueront, eux, de monter. Donald Trump voulait un président de la Fed accommodant, il a obtenu un sphinx. Et les marchés, eux, ont tiré leurs propres conclusions, et ce sans attendre que Warsh le leur ait donné. Au G7 d'Evian, les 7 ont adopté un engagement solennel de diversification hors de Chine. Le même jour, à Bruxelles, les constructeurs automobiles européens suppliaient la Commission de lever les sanctions contre un fournisseur chinois de semi-conducteurs. Sans exemption, il serait à court de stock en quelques semaines. C'est l'Europe de 2026. Elle vote le découplage le matin et implore Pékin l'après-midi. Les chiffres disent l'ampleur du piège. Le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine dépasse 1 milliard d'euros par jour, 360 milliards sur l'année 2025, en hausse pour la 2e année consécutive. Les livraisons des constructeurs automobiles allemands vers la Chine ont chuté d'un tiers en 2025, laissant BMW, Mercedes et Volkswagen plus de 50% en dessous de leur pic de 2022. BMW
a d'ailleurs revu à la baisse ses prévisions de rentabilité cette semaine et selon l'OCDE, près de 60% des gains de parts de marché mondiaux des entreprises chinoises sont dus aux subventions d'État. Entre 2005 et 2024, Pékin a accordé jusqu'à 8 fois plus de soutien gouvernemental à ces entreprises que les économies de l'OCDE. Le levier ultime de Pékin n'est pas commercial, c'est minéral. La Chine, vous le savez, contrôle la transformation des terres rares, cette matière première de la transition énergétique, de la défense et de l'intelligence artificielle. Et elle l'a démontré en 2025 en imposant des restrictions à l'exportation, provoquant des paniques mondiales. Bloomberg Economics sans détour, une interruption d'un an de l'accès aux terres rares et aimants permanents chinois pourrait mettre en péril 4 400 milliards de dollars de PIB mondial. C'est ce chiffre qui explique pourquoi les discours sur le découplage restent des discours. L'Allemagne illustre la contradiction à elle seule. Merz déclare au Bundestag que l'Union européenne ne peut rester les bras croisés face aux distorsions commerciales chinoises. Sa ministre de l'économie revenue de Pékin en mai insiste, elle, sur le fait que toute politique doit garantir la poursuite des exportations de nos entreprises, a-t-elle dit. Même homme, même gouvernement, deux lignes incompatibles. Un exercice d'équilibriste délicat, résume prudemment la fondation Bertelsmann, et c'est peu de le dire. Le négociateur commercial en chef de l'UE, Maroš Šefčovič, a dit que la relation avec la Chine n'était tout simplement pas viable. Macron avertit de possibles droits de douane. Merz s'est rapproché de cette ligne. Le consensus existe sur le diagnostic, mais il n'existe pas sur le remède. Et plusieurs capitales reconnaissent en privé que la diversification prendra des années. Pendant ce temps, Trump remercie Xi Jinping à Evian. L'Europe, elle, négocie avec Pékin sous contrainte énergétique, commerciale, technologique, et ce, sans parapluie américain et sans filet. Avant de faire un point sur ce que les marchés ont fait hier, eh bien, regardons tout simplement ce qui va être peut-être intéressant de suivre aujourd'hui. Et au-delà de la décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux directeurs, c'est le Philly Fed et les instructions hebdomadaires au chômage aux États-Unis qui seront à suivre de très près. Jetons un œil à présent sur la réaction des grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier. Et les marchés européens ont évolué avec prudence. L'élan d'optimisme lié à l'accord entre Washington et Téhéran s'essoufflant en fin de séance. Le CAC 40 a cédé 0,2%, tandis que le DAX s'est adjugé 0,08% et le FTSE 0,14%. Tous les deux ont donc, vous l'avez bien compris, terminé légèrement symboliquement dans le vert. Les investisseurs ont été refroidis par les déclarations de Donald Trump qui a laissé entendre que le protocole avec l'Iran restait susceptible d'être modifié, ravivant les incertitudes géopolitiques et soutenant à nouveau les cours du pétrole. On va parler de ça dans un instant avec Alexandre Baradez. L'attention se tournait également vers la Fed, dont les commentaires sur les taux étaient très attendus. Après la prudence observée en Europe, Wall Street a terminé en baisse hier, pénalisé par le ton plus restrictif qu'attendu de la Réserve fédérale. Le Dow Jones a cédé 0,98%, le S&P 500 1,21% et le Nasdaq 1,34%. Si la Fed a maintenu ses taux inchangés, ces nouvelles projections laissent entrevoir un possible resserrement supplémentaire d'ici fin 2026, douchant les espoirs d'assouplissement monétaire. En parallèle, les incertitudes persistent sur l'accord entre Washington et Téhéran, Donald Trump ayant ravivé les tensions en évoquant la possibilité de nouvelles frappes contre l'Iran. On en reparlera dans un instant avec Alexandre Baradez. Enfin, en parallèle des hésitations observées sur les marchés actions, les cours du pétrole ont rebondi hier, les investisseurs restant prudents sur la solidité de l'accord entre Washington et Téhéran. Le Brent a progressé de 0,75% à 79,55$ et le WTI de près de 1% à 76,79$. Si la réouverture du détroit d'Ormuz reste attendu demain, plusieurs incertitudes géopolitiques demeurent, notamment autour du Liban et des relations entre l'Iran et Israël. La faiblesse, par ailleurs persistante des stocks américains et les tensions sur l'offre mondiale continuent d'entretenir une prime de risque sur le marché pétrolier. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 18 juin 2026 et dans un instant, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax. À tout de suite sur Téléfinance.